Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Quotidien dépoussiéré, le podcast où l'on explore les réalités de la vie de tous les jours en français, sans filtre, sans chichi. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Juliette. Bonjour Juliette. Bonjour François, merci de m'inviter. C'est un plaisir d'être là pour parler d'un sujet qui finalement nous concerne tous, mais que l'on prend rarement le temps d'analyser. La routine, le quotidien. Exactement. Le thème est vaste, parler de la vie quotidienne en français. On va essayer de décortiquer ça sur un très long format. Pour commencer, Juliette, si tu devais résumer ta routine matinale type, celle des jours où tout se passe bien, disons, qu'est-ce qui la caractérise ? Ah, la routine matinale idéale. Elle commence impérativement par ne pas mettre de réveil. Mais ça, c'est la théorie. Dans la pratique, il y a le son strident à 6h30. Une fois que j'ai vaincu l'envie de l'éteindre et de me rendormir, ce qui prend déjà 10 bonnes minutes de négociation intérieure intense, la première chose que je fais, c'est me diriger vers la fenêtre. Ouvrir les rideaux, voir la lumière, quelle que soit la météo, c'est mon petit rituel pour vraiment démarrer. Ensuite, pas de téléphone immédiatement. C'est une règle que j'essaie de suivre à la lettre, même si je triche souvent, je l'avoue. Je me prépare un grand verre d'eau citronnée, un peu tiède, histoire de réveiller le corps en douceur, avant même le café. Et toi François, ton combat matinal, c'est quoi ? Mon combat, c'est la procrastination du lit. Je pourrais gagner 1 heure de sommeil par jour si je n'aurais pas cette tendance à scroller mon fil d'actualité pendant une demi-heure dès le réveil. Mais quand je suis discipliné, ma routine c'est plutôt l'inverse de la tienne. C'est café immédiat, une bonne tasse, très noire, sans sucre. Et je la prends en lisant un chapitre de livre, juste pour mettre autre chose dans ma tête que les emails à traiter. C'est mon sas de décompression. Après, douche, habillage rapide et je suis prêt à attaquer. C'est très fonctionnel, peut-être trop. Tu parlais de ton eau citronnée. Est-ce que tu as des pratiques que tu as intégrées et qui ont réellement transformé la manière dont tu abordes le reste de ta journée ? Oui, absolument. L'une d'elles, c'est la planification de la veille. Avant de me coucher, je prends 5 minutes, vraiment pas plus, pour noter les 3 tâches principales de la journée à venir. Ça enlève une sacrée charge mentale. Je n'ai pas à me demander le matin, encore à moitié endormi, par où commencer. La feuille est là, sur le bureau. La deuxième chose, c'est la marche. J'habite assez près de mon travail, donc j'essaie, quand le temps le permet, de faire le trajet à pied. C'est 30 minutes et ça me permet d'écouter un podcast, de réfléchir sans pression ou juste d'observer les gens. C'est un moment de transition, un peu comme ton chapitre de livre, mais en mouvement. Pour les gens qui nous écoutent et qui travaillent à distance, je pense que créer cette séparation artificielle entre la maison et le travail, même si c'est juste faire le tour du pâté de maison, est crucial. Tu ressens cette difficulté à délimiter les espaces et les temps quand tu travailles chez toi parfois ? C'est le fléau du travail à distance, clairement. Au début, on se dit « super, je gagne du temps de transport », et puis on se retrouve à prendre son déjeuner devant l'ordinateur à 12h05 et à ne jamais vraiment s'arrêter. La frontière entre le professionnel et le personnel devient incroyablement poreuse. J'ai été obligé d'instaurer des rituels de fermeture de bureau. À 18h, je débranche l'ordinateur, je range le clavier, je ferme la porte de mon bureau, et même si j'ai que 4 mètres à parcourir pour aller au salon, symboliquement, ça marque la fin de la journée de travail. Et en parlant de fin de journée, comment gères-tu l'après-travail ? Est-ce que tu es du genre à te lancer dans des activités intenses ou est-ce que tu as besoin d'une soirée plutôt calme ? Je suis plutôt adepte de la décompression lente. J'ai une période de latence obligatoire après le travail. Je ne peux pas passer de la complexité d'un dossier à la préparation d'un repas de manière instantanée. Souvent, je commence par m'occuper des tâches ménagères les plus courtes, lancer une machine, ranger la vaisselle, des actions simples et concrètes qui me permettent de me reconnecter à l'espace domestique. Et puis, la préparation du repas devient le moment central de la soirée. J'aime bien cuisiner, c'est méditatif. On dit souvent en France que le repas est important, mais c'est encore plus vrai dans la routine quotidienne. Ce n'est pas juste se nourrir, c'est un moment de pause, un acte presque cérémoniel pour couper de la journée. Tu cuisines souvent ou tu es plutôt adepte des plats rapides ? Je cuisine, oui, mais je suis obsédé par l'efficacité. J'utilise beaucoup le batch cooking. Je fais les courses pour la semaine en une seule fois et je prépare les bases des repas pour plusieurs jours le dimanche après-midi. Ça me sauve littéralement mes soirées en semaine. Au lieu de me demander ce que je vais manger, j'ai juste à assembler les éléments. Ça me libère du temps pour autre chose, comme aller faire du sport ou me plonger dans mes projets personnels. Mais j'avoue, ça enlève peut-être un peu de la spontanéité et du plaisir méditatif dont tu parles. C'est le prix à payer pour ne pas avoir à se soucier de la logistique du repas le mardi soir à 20h. Et en parlant de ces fameuses courses, le supermarché, le marché, comment t'organises-tu pour cette tâche récurrente de la vie quotidienne ? C'est souvent un point de friction pour beaucoup de gens.
Je fais mes grosses courses une fois par semaine, le samedi matin, pour tout ce qui est produits lourds et longue conservation. J'ai une liste très précise et je m'y tiens pour éviter les achats impulsifs qui alourdissent le budget et l'encombrement du frigo. Par contre, j'essaie de passer au marché 2 fois par semaine, après le travail, juste pour les produits frais, légumes, fruits, un peu de fromage. Ça me permet de prendre l'air, de croiser des gens, d'avoir un contact humain, ce qui manque souvent dans les grandes surfaces impersonnelles. Et puis, le contact avec les producteurs ou les commerçants, c'est un petit plaisir simple de la vie en ville. On échange 2 mots sur la météo, sur la qualité des tomates, et ça remplit le besoin de socialisation informelle. Est-ce que la socialisation informelle a une place importante dans ta vie de tous les jours, ou tu es plutôt du genre à planifier tes rencontres? J'ai tendance à planifier beaucoup trop, je dois l'avouer. J'ai un agenda presque militaire. Les amis, c'est souvent le vendredi soir ou le week-end, et c'est planifié plusieurs jours à l'avance. La socialisation informelle, comme croiser un voisin et discuter longuement ou s'arrêter pour un café avec un collègue inattendu, est moins présente. J'essaie de l'intégrer, notamment en allant chercher mon pain à la petite boulangerie du coin, où je sais que je vais échanger quelques mots avec la boulangère. Ces micro-interactions sont vitales. Elles rompent la solitude du travail en ligne et rappellent qu'on fait partie d'une communauté. Mais ce n'est pas naturel pour moi, ça demande un effort conscient. Tu as l'air d'être plus à l'aise avec ça. Est-ce que tu as une astuce pour cultiver ces moments spontanés qui enrichissent la vie de tous les jours ? Je crois que l'astuce, si on peut parler d'astuce, c'est de laisser des espaces libres dans son emploi du temps. Si tu planifies chaque minute, il n'y a pas de place pour l'imprévu, pour le petit détour. Je laisse une heure tampon après mon travail, par exemple. C'est l'heure où je peux passer au marché ou simplement me poser sur un banc au parc. Si un ami m'appelle pour prendre un verre à l'improviste, je peux dire oui sans que ça ne chamboule toute ma soirée. Ce n'est pas une heure de perdu, c'est une heure de flexibilité. Et cette flexibilité, c'est un luxe qui rend la routine supportable, voire agréable. Car la routine, on en a besoin pour se structurer, mais trop de rigidité finit par étouffer la joie de vivre. Tu parlais de sport, c'est important pour toi? Quelle place ça prend dans ta semaine type? C'est absolument vital, c'est mon échappatoire. Sans ça, l'énergie accumulée pendant les longues heures de travail deviendrait négative. J'essaie de faire 3 ou 4 séances d'1 heure par semaine. Le plus dur, c'est de s'y mettre, mais une fois que la séance est lancée, l'effet est immédiat, et je me sens beaucoup plus productif après. Le sport est la seule activité où je suis obligé de me concentrer sur mon corps et de laisser mon cerveau se reposer de la charge cognitive. C'est une obligation que je me donne, mais qui finit toujours par être un plaisir et une nécessité pour mon équilibre psychique. Et toi, c'est plutôt sport intensif ou quelque chose de plus doux, comme le yoga ou la marche ? Plutôt doux, oui. La marche, beaucoup, comme je le disais, et le yoga, que je pratique 2 fois par semaine. Pour moi, l'objectif n'est pas la performance, mais vraiment la connexion au corps et la respiration. C'est mon outil anti-stress par excellence. Et c'est là qu'on touche à un autre aspect fondamental de la vie quotidienne, la gestion du stress. Dans nos vies modernes, le stress est omniprésent, et savoir comment le désamorcer est essentiel. On pourrait passer des heures à parler de ce sujet. On pourrait en effet. D'ailleurs, parlons-en, même si on ne pourra pas couvrir tout le sujet en un seul bloc. Comment gères-tu les journées où tout s'enchaîne mal, où le réveil sonne en retard, où le bus est plein, où tu as un gros imprévu au travail? Comment tu t'empêches de sombrer dans l'énervement ou la panique? C'est très difficile, car on a souvent tendance à se laisser emporter par le flot d'émotions négatives. Ma technique, c'est d'appliquer la règle des 3 minutes. Quand quelque chose de fâcheux arrive, je m'accarde 3 minutes pour pester, m'énerver ou me plaindre mentalement. Mais après ces 3 minutes, je m'oblige à prendre une grande respiration et à me demander quelle est la prochaine action concrète que je peux faire pour améliorer la situation. Ça me force à passer du mode réactionnel au mode solution. C'est simple, mais très efficace pour briser la spirale négative. Et si c'est une journée où tout est trop lourd, je fais une pause de 5 minutes pour aller me préparer une tisane, regarder par la fenêtre et réinitialiser mon attention. Ça s'appelle la micro-pause et ça sauve des journées. C'est une excellente technique, je crois que je vais l'adopter. La micro-pause est sous-estimée. On a l'impression de perdre du temps, mais on en gagne en efficacité et en clarté d'esprit après. Et cette gestion de la charge mentale, elle est aussi liée à la technologie, non? Comment gères-tu les notifications constantes, les informations qui bombardent ton cerveau toute la journée? C'est une composante majeure de la vie quotidienne moderne. C'est une plaie, vraiment. J'ai pris la décision drastique de désactiver presque toutes les notifications sur mon téléphone, sauf les appels et les SMS de mes proches. Les emails, les réseaux sociaux, les nouvelles, tout est en mode silencieux et je ne les consulte que lorsque je l'ai décidé.
C'est une forme d'effort conscient pour ne pas être constamment tiré par l'urgence des autres. C'est une forme de respect de mon temps et de mon attention. Et puis, il y a une autre chose importante, le tri numérique régulier. Supprimer les fichiers inutiles, se désabonner des newsletters non lus, ça allège l'esprit, tout comme ranger son appartement. C'est une hygiène numérique essentielle. Tu es aussi un adepte de la désactivation des notifications ? Absolument. Je suis passé au minimalisme numérique. Mon téléphone est en mode ne pas déranger la plupart du temps et mes applications sont rangées dans des complexes touffus pour ne pas les avoir sous les yeux. Si je dois te contacter pour le podcast, je le fais par email et j'attends ta réponse. Je ne t'envoie pas un message sur 5 plateformes. C'est une règle tacite de non-urgence que j'essaie d'appliquer. Et quand la soirée arrive et que j'ai besoin de me détendre, j'essaie de lire sur papier plutôt que sur écran. C'est une manière de créer une coupure physique avec le travail. On parle beaucoup de ce qui se passe pendant la journée, mais le sommeil est aussi fondamental pour la qualité de notre vie quotidienne. Ah, le sommeil, c'est le pilier de tout. Si je dors mal, toute ma journée est compromise. Je suis irritable, moins concentrée, et les petits problèmes prennent des proportions gigantesques. J'ai mis en place une routine du soir, qu'on appelle l'hygiène du sommeil. 1 heure avant de me coucher, j'arrête tous les écrans, je lis un livre, j'écoute une musique douce et je bois une infusion relaxante. La chambre est fraîche, dans le noir complet. C'est un rituel qui prépare le corps et l'esprit à la déconnexion totale. Pour moi, c'est aussi important que la routine matinale. Ce sont les 2 bornes qui encadrent et sécurisent la journée. Et si on parlait un peu de la gestion des imprévus, justement, on a beaucoup parlé de la routine idéale, mais la vie quotidienne, c'est aussi savoir gérer l'interrompu. L'imprévu, c'est ce qui met le plus à l'épreuve notre capacité à rester serein. J'ai 2 principes. Le premier, accepter. La résistance face à l'interrompu consomme une énergie folle. Si le train est annulé, c'est ennuyeux, mais s'énerver ne le fera pas arriver plus vite. Le deuxième, toujours avoir un plan B mental pour les situations courantes. Un livre dans mon sac si je dois attendre, de la monnaie pour la machine à café qui n'accepte pas la carte, des écouteurs pour m'isoler. C'est de la micro-préparation qui permet d'amortir les chocs. Mais j'aimerais qu'on revienne sur un aspect que tu as mentionné, la nourriture et les repas. Quel est le rôle des repas dans ta vie quotidienne au-delà de la simple nécessité biologique ? Pour moi, c'est l'ancrage. Le repas du midi, même rapide, je le prends sans ordinateur. Il y a un effort conscient pour manger en pleine conscience. Le repas du soir, c'est le moment de la reconnexion avec mon conjoint si je dîne avec lui. On se raconte notre journée, on partage. C'est une bulle hors du temps. Même si ce n'est qu'une demi-heure, c'est sacré. C'est l'un des derniers moments où l'on s'arrête collectivement dans la culture française. Et cette importance du repas, c'est ce qui nous différencie, je crois. On ne mange pas au pouce, on mange avec quelque chose, une conversation, une réflexion, un moment de silence. Et ça, c'est un luxe de la vie quotidienne qu'il faut absolument préserver. Est-ce que tu prends le temps de déjeuner correctement, ou c'est souvent un sandwich avalé en vitesse ? J'ai longtemps été l'homme du sandwich avalé en vitesse, mais j'ai corrigé le tir. Maintenant, je prévois un déjeuner complet même si je travaille à la maison. Je prends le temps de dresser la table, de m'asseoir et de ne rien faire d'autre. C'est une pause qui me permet d'aborder l'après-midi avec une énergie renouvelée. Et cette pause est d'autant plus importante que la deuxième partie de la journée est souvent la plus productive pour moi. On pourrait continuer à détailler chaque petite facette de la vie quotidienne.